C'est un jour spécial au palais de Buckingham. Le roi George V remet des décorations aux héros de la Première Guerre mondiale qui vient de prendre fin. L'un d'entre eux est Lawrence, mais lorsqu'il arrive face au roi, il refuse les médailles. Et ce manque de respect ne manquera pas de choquer la Grande-Bretagne. Au retour de Lawrence en Angleterre, le pays célèbre la fin de la guerre, et au sein du gouvernement, des commissions discutent déjà du redécoupage des territoires des pays vaincus. Lawrence est convoqué pour faire son rapport devant la commission du cabinet de la guerre, contribuant ainsi à sceller le sort de l'Arabie. Il donne son avis sur la situation et présente une carte du Moyen-Orient telle qu'il l'imagine où il essaye de favoriser les Arabes le plus possible, malgré plusieurs points d'interrogation. Malheureusement, son plan n'est pas assez clair et il doute qu'il sera écouté. Le jeune officier est fou furieux. Il se sent responsable de la situation des Arabes qui viennent de voir le rêve qu'ils ont été promis partir en fumée, alors qu'ils ont fait de grands sacrifices en retour. Il envoie donc des lettres aux journaux pour sensibiliser l'opinion publique à la cause arabe. Malheureusement, plusieurs membres du gouvernement sont contre l'indépendance des peuples du Moyen-Orient, qui pourrait compromettre leur intérêt dans la région. Il doit donc trouver un autre moyen de faire entendre ses arguments. Et ça tombe bien puisque Lawrence est invité au palais de Buckingham où il doit être décoré avec d'autres militaires par le roi George V. Ses exploits dans le désert lui valent deux des plus hautes distinctions du royaume. Compagnon de l'ordre du service distingué et le très honorable ordre du bain. Mais quand vient son tour, Lawrence refuse les honneurs, afin de montrer son opposition. Il ne pouvait pas accepter ces récompenses tant que son pays ne respecte pas la cause arabe. Cet acte crée la polémique dans les journaux qui parlent de cette entorse au protocole. Mais Lawrence est content puisqu'il réussit enfin à se faire entendre. Ses lettres sont publiées dans les journaux et il convainc le gouvernement d'inviter l'émir Faisal à Londres afin de reprendre les conversations. Lawrence organise une rencontre qui semblerait assez extraordinaire de nos jours. Il présente l'émir arabe au chef des sionistes. Le groupe dîne ensemble dans la résidence des Rothschild et discute d'une éventuelle alliance entre les sionistes et les arabes pour assurer l'indépendance de ces derniers et une cohabitation en Palestine dans le cadre d'une souveraineté arabe. Et oui, c'est bien beau tout ça, mais le gouvernement britannique n'y accorde guère d'intérêt. L'état-major ne se préoccupe que de ses propres revendications. Lawrence comprend ensuite qu'il devra viser plus loin et porter la cause arabe sur la scène internationale. Il profite du traité de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale et déterminant les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et ses alliés, qui se tient à Paris, pour faire valoir ses idées. Pour Lawrence, c'est une deuxième guerre pour l'indépendance arabe. Mais les premiers ennuis ne tardent pas à surgir de la part des Français qui essaient de lui faire obstacle. Et oui, ils ont une Syrie à garder tout de même. Il tente même d'empêcher Faisal de se rendre à la capitale et s'interroge sur la légitimité de sa présence à la conférence de Paris. Mais grâce à Lawrence, il réussit à s'asseoir à la table des négociations. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, présentera ses 14 points qui formeront la base du traité de paix, dont le 12e point qui stipule que les anciens territoires de l'Empire ottoman devraient être garantis leur sécurité, ainsi que leur indépendance et la pleine possibilité de se développer de façon autonome. Bingo! Faisal et Lawrence ont trouvé l'argument dont ils vont se servir pour défendre leur cause. Mais ils doivent d'abord persuader les organisateurs de leur donner la parole. Malgré le focus de la conférence sur les questions européennes, Lawrence réussit à voler la vedette et essaie de faire valoir les arguments de Faisal. Ils réussissent donc à exposer la cause arabe devant les alliés, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Ils vont devoir attendre que les dirigeants délibèrent et donnent le verdict. Au même moment, Lawrence termine l'écriture de son fameux livre Les 7 piliers de la sagesse, une autobiographie racontant son séjour durant la révolte arabe dans le désert qui deviendra l'un des plus grands best-sellers de l'histoire britannique. Malheureusement, le traité de Versailles est signé et les Arabes comprennent que les fameux 14 points sont valables pour tout le monde sauf eux. Les Alliés ont dessiné les frontières d'un nouveau Moyen-Orient qui sert plus leur propre intérêt qu'autre chose. L'armée arabe sera donc obligée par les mêmes alliés avec qui ils ont combattu à quitter la Syrie, la Mésopotamie et la Palestine. De son côté, le shérif Hussein refuse de signer le moindre accord qui n'inclut pas l'ensemble du territoire promis. Les Arabes décident donc de narguer les Européens. Ils ignorent le traité de Versailles et constituent leur propre gouvernement avec l'émir Faisal qui est couronné roi du royaume arabe de Syrie. Les Arabes se sentent enfin indépendants. Mais l'illusion tombe 5 mois plus tard lorsque les troupes françaises débarquent en Syrie pour appliquer le traité. Les rues sont remplies de barbelés et ils menacent les Arabes de frappes aériennes en cas de résistance. Le roi Faisal sera donc contraint de partir. De son côté, Lawrence revient précipitamment à Oxford lorsqu'il apprend que son père est gravement malade. Malheureusement, il arrive trop tard et il doit maintenant faire le deuil de son père et de la cause arabe. Mais paradoxalement, c'est dans ces moments de tourmente que la Grande-Bretagne et l'Occident font de lui une star. En effet, le journaliste américain Lowell Thomas arrive à Londres avec les images qu'il a filmées de la révolte arabe. Et du jour au lendemain, les femmes idolâtrent Lawrence. Il est à la fois effrayé et flatté par cette célébrité. Un de ses amis raconte que le nouvel héros aime qu'on le reconnaisse dans la rue, mais il ne veut pas qu'on le sache. Bien que ses exploits soient grandement exagérés, il décide de se les approprier puisqu'il est devenu enfin le héros qu'il a toujours voulu être. Mais au détriment d'une population qui a payé le prix fort. Ah, pourquoi? Il jette donc ses décorations à l'eau se disant qu'on les trouvera un jour et on s'interrogera sur leur histoire.
Il retourne ensuite se camoufler dans le monde académique d'Oxford lorsqu'il est contacté par Winston Churchill. Il désire le nommer secrétaire d'État aux colonies et il sera chargé de régler le chaos au Moyen-Orient. Il accepte donc le poste de conseiller et se dit qu'il effectuera son dernier effort pour aider les Arabes. C'était son ultime chance de rédemption. Il part donc au Caire avec Churchill et d'autres experts de la région pour participer à une série de réunions pour examiner et discuter les problèmes du Moyen-Orient et de formuler une politique commune. La Grande-Bretagne veut finaliser le morcellement de la péninsule arabique, mais cette fois Lawrence a son mot à dire sur le tracé des frontières, et donc une chance de pouvoir tenir ses promesses. À la fin du traité, le shérif Hussein demeure roi du Hijaz dans l'actuelle Arabie Saoudite. Son fils l'émir Abdallah régnera désormais sur la Transjordanie, et l'émir Faisal devient roi d'Irak sous mandat britannique. Lawrence, fier de ce qu'il a accompli, retourne en Grande-Bretagne en se disant qu'il a tenu sa promesse aux Arabes et que tout va bien maintenant. Mais au fond de lui, il sait bien que rien ne va et que le pacte du Caire n'est qu'une façade. De ce fait, les Arabes sous mandat européen ont toujours le ressentiment qu'ils se sont battus pour rien et finissent par se rebeller. Les Français et les Britanniques répliquent instantanément avec des attaques aériennes et chimiques, laissant ainsi des dizaines de milliers de morts et Damas et Bagdad en ruine. Lawrence est au bord de la dépression nerveuse. Alors, âgé de 34 ans, il tente d'échapper à la célébrité en s'engageant sous un faux nom dans la Royal Air Force, en tant que simple soldat. Mais la tempête se lève et en quelques mois la presse découvre sa cachette, le forçant ainsi à quitter l'armée royale de l'air. Déterminé, il change une nouvelle fois d'identité et passe les 10 années suivantes dans différents corps d'armée essayant de trouver un endroit où il serait tranquillement anonyme. Il loue également un petit cottage à Clouds Hill dans le Dorset où il se cache quand il est en permission. On apprend 30 ans après sa mort qu'il payait un homme pour le flageller. Le document est authentifié pour la plupart de ceux qui l'ont étudié et certains disent que Lawrence voulait se punir, alors que d'autres pensent qu'il s'agit seulement d'un plaisir secret. En 1935, à 46 ans, il quitte définitivement l'armée et envisage une retraite paisible à Clouds Hill. Mais la guerre menace de nouveau le monde et l'Europe, et la Grande-Bretagne réclame son fameux héros. Churchill veut qu'il dirige la défense nationale. Les fascistes lui offrent un poste à la direction du parti nazi et d'autres lui demandent d'agir en tant qu'ambassadeur de la paix. Mais Lawrence ne veut pas sortir de son cottage. Il envoie donc des messages disant qu'il veut carrément se retirer de la vie publique. De plus, l'ancien militaire s'est trouvé une nouvelle passion, la vitesse. En effet, il adore foncer sur des motos puissantes et ça lui permet d'échapper à ses tourmentes et éviter de réfléchir. Et le 13 mai 1935, Lawrence prend sa moto et se dirige vers le bureau de poste pour envoyer un télégramme. Sur le chemin du retour, il essaie d'éviter des cyclistes, perd le contrôle de son véhicule et fait un accident. Il meurt 6 jours plus tard sans avoir repris connaissance à l'âge de 46 ans. La Grande-Bretagne sera en deuil et T. Lawrence aura le droit des obsèques nationales. Plusieurs personnalités arabes envoient des lettres de consolation par respect pour un héros qui s'est battu pour leur cause. Thomas Edward Lawrence reste une personnalité assez complexe à comprendre et à cerner, contrairement aux résultats de ses actions qui sont concrets et visibles jusqu'à aujourd'hui. Les nombreux conflits violents et sanglants ainsi que les persécutions ethniques et religieuses qui se déroulent dans le Moyen-Orient de nos jours sont causés entre autres par l'accord Sykes-Picot, auquel Lawrence a participé à contre-gré. Plusieurs sentent que le morcellement de la part des Européens avait pour but de diviser la population locale et les affaiblir afin de mieux exploiter le territoire. On note par exemple le groupe terroriste Daesh qui brise au bulldozer les murs sur la frontière irako-syrienne en 2014, afin de symboliser la destruction des frontières de l'accord. Ceci montre que les effets du morcellement de la péninsule est présent dans les esprits jusqu'à aujourd'hui. Lawrence a logiquement aidé deux groupes à aller de l'avant tout en restant fidèle à sa patrie. Malheureusement, les événements l'ont dépassé, et il a compris au prix de sa santé mentale que toute chose a plusieurs facettes et que rien n'est acquis. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo.